Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui est dédié au podcast. On va parler aujourd'hui de podcast dans le contexte de la communication d'entreprise, donc communication interne ou communication de marque externe. On a le plaisir d'avoir pour invité Paola Delestanville, qui est Communication Manager chez Engie. Bonjour Paola. Est-ce que tu nous entends, Paola? Oui. Je ne sais pas si Paola nous entend, mais en tout cas, voilà, Paola Delestanville prendra la parole et nous fera une présentation de ce qui est mis en œuvre chez Engie avec le podcast dans la division B2C. Alors, je me présente, je m'appelle Laurent Huet, je suis le directeur exécutif de Saouty. Je vous dis deux mots sur Saouty, même si l'objectif du webinaire, ça n'est pas de parler de Saouty, mais c'est de parler du podcast et de la communication d'entreprise au sens général. Donc, Saouty est une société qui existe depuis 10 ans. On est spécialisé dans la fourniture de solutions technologiques de podcast et de web radio. C'est notre ADN, la technologie, mais on a depuis plusieurs années maintenant une agence éditoriale intégrée et on accompagne nos clients en formation, production et diffusion de podcasts ou de web radio. Alors, on a des clients qui sont des clients entreprises comme Engie, Paola Delestanville nous en parlera, Orange, Groupama, Manpower, donc un certain nombre de groupes, de grands groupes d'ETI ou de PME qui utilisent nos services pour produire leurs podcasts et leurs web radio. On a également des clients qui sont des médias, dans différents donc des médias presse comme Le Soir en Belgique ou Ouest France en France ou le groupe La Dépêche ou des radios qui utilisent notre technologie. Et puis on a également des clients qui sont des institutionnels. On travaille avec le ministère de l'Éducation, on travaille avec le ministère de la transition écologique et on travaille également avec le ministère de la Justice puisque nous avons été choisis par le gouvernement pour diffuser les grands procès et on a commencé d'ailleurs la diffusion par web radio des procès du Bataclan qui ont lieu en ce moment. Mais c'est une solution technologique un peu particulière, très sécurisée, qui est réservée aux parties civiles. Alors, également présent dans ce webinaire, Emma. Alors, il y a marqué Noémie Garcia sur l'image d'Emma, mais Emma est en charge de communication chez Saouty et elle prendra vos questions et les reprendra dans sa voix à la fin de la présentation. Et puis également Stéphane Naudin, qui est directeur commercial chez Saouty, mais que je ne vois pas, mais qui est présent. Alors, le déroulé est très simple. Moi, je vais prendre la parole pendant 20 minutes. Je vais vous donner des infos sur le podcast en entreprise, comment on l'utilise, quels sont les usages. Et puis ensuite, on fera un zoom avec Paola sur ce qui a été mis en place chez Engie. Alors, vous disposez d'un chat. Alors, un certain nombre d'entre vous l'ont utilisé. Merci pour vos bonjours. Et puis, donc ça, le chat, vous pouvez l'utiliser pour échanger entre vous, faire des commentaires. Mais vous avez surtout un onglet qui est l'onglet questions. Ce que je vous propose, c'est quand vous avez des questions, vous écrivez vos questions dans cet onglet questions. Et puis, à la fin de la présentation, au bout de 30 minutes, donc vers 10 heures, on prendra les questions et on échangera sur toutes les questions que vous pourrez avoir. C'est Emma qui reprendra ces questions et qui les posera à Paola et à moi-même. Alors, on se lance pour la présentation donc sur le pourquoi intégrer le podcast à votre stratégie de communication. Alors, le premier point, c'est pourquoi choisir l'audio digital. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire que l'audio digital. En communication, c'est important de faire de l'écrit, de la vidéo, mais aussi de l'audio digital. Pourquoi? Parce que l'audio digital, eh bien, c'est rentrer dans les usages des Français. 15 millions de Français aujourd'hui écoutent chaque mois des podcasts, au moins une fois par mois. Ça, c'est Médiamétrie 2021 qui nous le dit. Il y a une progression très forte. Donc, on est à pratiquement 20% de la population, on est à 20% de la population qui consomme du podcast en France. Aux États-Unis, on est à 37-38%. Il y a encore de la marge de progression et ça progresse en permanence. Donc, chaque mois, les Français consomment des podcasts. Si on regarde les internautes, c'est un tiers des internautes qui écoutent des podcasts chaque mois. Et si on regarde le global des consommations de podcasts en France, c'est 120 millions d'écoutes de podcasts par mois, natifs plus replay. Le podcast natif, c'est un podcast qui est produit en dehors d'une grille de radio. Le podcast replay, c'est un podcast qui est le replay d'une émission qui aura été diffusée sur un flux de radio. Ça aussi, c'est Médiamétrie qui nous le dit. Donc tout ça, ça représente 15% de progression d'avril 2020 à avril 2021. Et alors le dernier chiffre qui est intéressant, c'est la typologie des personnes qui consomment les podcasts.
On en discutera peut-être avec Paola, mais il se trouve que en fait, le podcast, c'est consommé par des gens plutôt jeunes. On est sur 34 ans d'âge moyen. En fait, si on regarde même les chiffres de plus près, 92% des podcasts, enfin 92% des consommateurs de podcasts ont moins de 50 ans. Donc, on a plutôt affaire à des jeunes. 46% sont des CSP+, et ce sont plutôt des gens qui vivent dans des villes. Donc ça, c'est CSA Havas Paris qui nous le dit sur une étude réalisée en 2020. Et vous verrez que c'est intéressant parce qu'en fonction des cibles que vous voudrez atteindre, ça sera plus facile d'atteindre des cibles plutôt jeunes et plutôt CSP+, que les autres cibles. Alors, toujours sur ces typologies, il est assez intéressant de voir que il y a un gros hiatus entre les jeunes et on va dire les plus de 50-55 ans en termes de terminaux audio utilisés, puisque on voit que les 15-24 ans, quand ils consomment de l'audio, utilisent majoritairement leur smartphone à 41%, à 15% de l'ordinateur, à 8% de l'enceinte connectée, donc à plus de environ 65%, on voit qu'on est en consommation avec des outils qui sont numériques, et seuls 36% des jeunes de 15-24 ans utilisent un terminal radio. Ensuite, si on regarde les plus de 55 ans, là on voit que 84% des plus de 55 ans consomment de l'audio sur de la radio, et 6% sur du smartphone, 5% sur de l'ordinateur, 6% sur de l'enceinte connectée. Donc ça, on voit qu'il y a une véritable rupture d'usage en fonction des âges sur les terminaux audio utilisés. Et ensuite, si on regarde le temps d'écoute consacré par terminaux à l'écoute de l'audio, on voit que sur une radio, 100% de l'écoute, c'est de la radio. Quand on est sur une enceinte connectée, on voit que 67% c'est de la radio, 30% c'est du Spotify, de l'Apple Music, et le petit trait bleu, c'est du podcast. Donc on voit que le podcast est consommé sur de l'enceinte connectée. Si on va sur un ordinateur, on est à 18% de consommation de podcast. Donc là, on voit que la consommation grossit encore. Et quand on va sur du mobile, on voit que 22% du temps d'écoute sur un mobile est consacré à du podcast. 50% à un peu moins de 47% à de la musique, 22% à du podcast. Et la radio n'est que derrière. Donc, on voit que une application mobile intégrant le podcast est assez stratégique puisque l'usage sur un terminal mobile, c'est à 22% de la consommation de podcast. Alors, cette présentation à la destination des entreprises, communication d'entreprise avec du podcast, le premier point fondamental à voir, c'est quel type de communication on va vouloir utiliser, puisque les cibles vont être très différentes selon qu'on va faire de la communication interne avec du podcast ou de la communication externe ou de marque. La communication interne, le premier point fondamental, c'est que la cible, elle est complètement maîtrisée, c'est-à-dire qu'on a son âge, on connaît les catégories socio-professionnelles, donc vous vous rappelez que l'audio va être plutôt consommé par du CSP+. Elle est dénombrée, on sait parfaitement combien de personnes on va pouvoir atteindre, c'est une cible bien connue, ce sont les collaborateurs de l'entreprise, et on connaît les moyens d'écoute qui sont mis à disposition de ces collaborateurs. On sait s'ils ont des ordinateurs, des mobiles, du téléphone, on sait ce dont ils disposent, si on doit installer des radios sur les lieux de travail, voilà, tout ça, on le maîtrise. Et puis ensuite, la caractéristique de la communication interne par le podcast, c'est que c'est de l'écoute sur du temps professionnel. Donc, il faut que ça soit utile, il faut que ça amène de l'information, il faut qu'il y ait un niveau d'appropriation suffisant, il faut que ça fasse grimper en compétences. Donc, on est bien dans un contexte professionnel. Alors, l'avantage de l'audio sur les autres médias type écrit ou vidéo sur le temps professionnel, c'est que la radio est un média d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter un podcast, enfin la radio ou le podcast, on va pouvoir écouter un podcast tout en remplissant une note de frais, en faisant autre chose en parallèle. Donc ça, c'est vraiment très utile, y compris en open space où pas mal de personnes sont équipées de casques. Quand on est par contre en communication de marque, là on est sur une cible externe, donc on est quelque part dans la jungle de la communication du podcast à l'externe. Et donc là, il va falloir maximiser les moyens d'écoute sur la cible. C'est pour ça que typiquement chez Saouti, on fournit des solutions technologiques qui permettent d'aller distribuer sur tout l'écosystème audio. Donc on distribue les podcasts sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify. On les distribue sur vos sites, on les distribue sur vos applis mobiles. Donc ça permet de maximiser les moyens d'écoute pour votre cible. Et puis, il faut aller s'appuyer sur l'écosystème existant de la marque
pour aller chercher l'audience pour le podcast. Donc, si vous avez des sites, si vous avez des réseaux sociaux qui fonctionnent bien, on va utiliser en levier là où vous êtes fort numériquement pour valoriser et augmenter ce qu'on va appeler la découvrabilité de votre podcast pour que votre podcast soit écouté, que votre cible découvre et écoute et apprécie votre podcast. Et puis, c'est de l'écoute sur du temps perso. Donc, il va falloir être utile et agréable, il va falloir attirer, séduire pour retenir les auditeurs parce que là, vous êtes en concurrence, entre guillemets, avec des podcasts grand public qui peuvent être passionnants tout autant que le vôtre. Alors, les retours qu'on a sur la communication en podcast, alors Paola nous en parlera chez Engie, mais on a une étude qui a été menée par l'Observatoire de l'oralité en entreprise, c'est que 77% des salariés interrogés déclarent que les podcasts produits par leur entreprise améliorent l'impact de la communication interne. Alors après, les mots-clés qui sont remontés, c'est pédagogie, ça permet de servir la pédagogie, c'est stimulant à 82%, ça permet de communiquer efficacement. Donc là, il y a le côté média secondaire, puisqu'on peut faire autre chose en écoutant. Puis c'est souvent des formats assez concis, courts. On le verra avec Paola. Son format, le format que Paola a choisi pour Engie, il est assez court. Donc à 92%, on mentionne l'efficacité. Ça, on parle d'engagement aussi à 70%, d'incarnation à 59%, parce que la voix incarne l'entreprise. Alors après, si on regarde les chiffres en communication de marque, en communication externe, 3 chiffres assez rapidement. Le premier chiffre, c'est que 71% des auditeurs de podcast estiment que la présence d'une marque dans un podcast donne envie de la découvrir. Donc ça, c'est un levier très positif de découverte de la marque. Ça, c'est CSA Havas qui nous le dit. 86% des auditeurs de podcast jugent une marque présente dans un podcast comme crédible et innovante. Donc ça aussi, c'est CSA Havas. Puis dernier chiffre, il date de 2018, mais il est très intéressant. C'est une étude qui a été faite par Mildroll Media aux États-Unis, qui consistait à faire écouter un podcast avec un annonceur qui était mentionné dans le podcast et à regarder quel était le pourcentage des auditeurs qui se rappelaient de la marque qui avait été citée dans le podcast. Et en fait, on est à 74% de ce qu'on appelle le brand recall, c'est-à-dire on se rappelle de la marque. Et 74%, c'est un chiffre qui est absolument énorme par rapport au brand recall qu'on a sur tout autre support. C'est-à-dire en vidéo ou en écrit, on a des brand recall qui sont bien inférieurs, ou en display, on a des brand recall qui sont bien inférieurs. Donc on voit que une des qualités très fortes du podcast, ce qui explique d'ailleurs que les publicitaires d'ailleurs payent beaucoup plus cher, aux milliers d'écoutes sur un podcast, plus cher que pour du display ou de la vidéo, eh bien ça explique que ça montre, ça rappelle que le podcast a un très fort taux d'appropriation chez un auditeur. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je vois qu'il y en a déjà une sur la durée optimale du podcast. Alors, je vais y venir justement. Si on regarde la durée moyenne des formats, on constate que, alors ça, c'est l'étude CSA Havas Paris. Quand on pose la question aux auditeurs de podcast, quelle est la durée moyenne des podcasts natifs que vous écoutez habituellement? Donc là, on est sur qu'est-ce que vous consommez concrètement? Eh bien, concrètement, on voit que les auditeurs de podcast, ils sont grosso modo tous à moins de 30 minutes. C'est-à-dire qu'on est sur... Et d'ailleurs, en majorité, les gens mentionnent du format type 10-15 minutes. Voilà. Donc, si vous faites un podcast de 5, 10-15 minutes ou 15-30 minutes, vous voyez que vous êtes dans, grosso modo, la cible principale des consommations des auditeurs. Alors, évidemment, la durée va dépendre du format. Il faudra s'adapter éditorialement, mais on pourra en parler si vous avez des questions là-dessus, puisque on pourra parler des différents formats de podcasts éditoriaux qui existent. Alors, une remarque quand même, c'est que les durées de consommation sur les podcasts individuels vont varier en fonction des habitudes et du rituel individuel de vie qu'on a chacun. Si vous prenez un transport, si vous prenez un métro le matin et que votre trajet dure 15-20 minutes, vous aurez tendance à apprécier les podcasts de 15-20 minutes. Ou alors, vous allez écouter un podcast en partant le matin, 15-20 minutes, puis vous allez écouter la seconde partie de votre podcast de 30 minutes le soir en revenant, les 15 minutes restant en revenant. Donc, voilà. Mais on voit que, voilà, moins de 30 minutes, on est vraiment dans la majeure partie des consommations. Alors, quelques exemples concrets. Alors, sachant qu'on va faire un zoom avec Paola sur Engie, quelques exemples concrets de ce qui est produit en entreprise. Alors ça, ce sont des exemples de clients Saouti, mais évidemment, il y a de nombreuses entreprises qui font du podcast sans nous. Mais voilà, je vous donne les exemples de clients Saouti. Alors, le premier exemple, c'est le Crédit Agricole qui utilise la web radio en communication interne. Donc, c'est du web radio live avec un magazine par mois pour je pense notamment à une caisse régionale, un magazine par mois,
interactif, en direct, avec l'ensemble des collaborateurs sur un territoire très étendu, plus des interviews complémentaires qui viennent compléter ce magazine. Alors le magazine, il est très sympa puisqu'il y a des parties corporate, puis il y a des parties aussi beaucoup plus cool, on va dire, avec sur une action du Crédit Agricole autour d'un festival, une action culturelle. On partage aussi avec des invités leur musique du moment. Voilà. Donc il y a quelque chose de très magazine, très sympa dans cette émission mensuelle et qui est très, très interactif avec un chat, des jeux organisés pour gagner des choses, enfin quelque chose de très sympa. Et puis les interviews sont également originales, un peu décalées. Donc il y a une communication par le podcast et par la radio live au Crédit Agricole qui est très, très bien faite. Iveco, c'est un exemple de communication de marque. Donc là, c'est un podcast natif et l'objectif, c'est de partager les coulisses de l'après-vente pour mettre en avant les services proposés par la marque. Donc là, on est vraiment dans le monde des camions et vous allez rentrer dans de l'après-vente, dans un garage où on va faire la révision du camion. Alors c'est un podcast qui est produit vraiment de façon très très belle puisqu'on est vraiment dans du sound design, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'atelier, on entend le moteur, on discute avec le garagiste, le réparateur de choses très concrètes. Donc c'est vraiment un podcast où c'est immersif pour la marque. Le cas en dessous, c'est Orange. Alors, on a un certain nombre en fait, on produit pas mal de choses chez Orange en podcast et en radio. Là, je vais parler d'Orange Innovation. Orange Innovation, c'est 12 000 collaborateurs. Et là, il y a une web radio qui est en live. Et puis, toutes les émissions. Alors, il y a beaucoup d'émissions qui sont produites en direct. Et puis, on a également, ces émissions sont disponibles en podcast replay. Là, l'objectif, c'est d'accompagner les collaborateurs dans les phases de transformation forte de l'entreprise, sachant qu'Orange est très, très versé dans l'innovation. Il y a beaucoup de transformations qui sont à accompagner. Alors, c'est un cas assez intéressant, parce que 12 000 salariés, ça fait du monde. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des variabilités assez importantes sur les audiences en fonction des sujets qui sont traités. Et j'ai souvenir d'une émission qui avait été produite par Orange pour annoncer des nouvelles organisations dans le temps de travail, dans le contexte Covid, donc télétravail, travail à la maison, comment ça s'organise. C'était très concernant comme émission pour les salariés. Et on avait eu 7000 collaborateurs en direct qui s'étaient connectés, donc plus de la moitié de la population s'était connectée en direct temps réel pendant l'émission en live. Donc on voit que ces audiences, elles peuvent être de quelques pourcents de la population ciblée jusqu'à 50, 60% de la population en fonction des sujets qui vont être traités. Et plus ils vont être concernants, plus vous aurez de monde à vous connecter, à écouter vos émissions en live ou vos podcasts. Et puis, le dernier exemple, c'est le SPACE. Donc, c'est un salon qui s'est déroulé la semaine dernière. C'est le plus gros salon européen professionnel de l'agriculture. Donc, plus de 100 000 visiteurs. Ça se déroule à Rennes. Et là, on avait mis en place une web radio live avec une couverture du salon. Tous les matins, il y avait un journal d'infos sur les actus du salon. En début d'après-midi, on allait à la rencontre des exposants avec des reportages dans les coulisses, dans les travées du salon. Et puis, vers 16h, tous les jours, il y avait un débat autour des sujets importants du monde agricole, donc notamment le bien-être pour les animaux, voilà, la souveraineté alimentaire, un certain nombre de sujets qui étaient importants pour le SPACE et tout son écosystème. Voilà, donc je vais passer la parole à Paola. Paola, si tu veux reprendre, eh bien écoute, on va écouter l'histoire du podcast pour Engie. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de pouvoir partager avec vous l'expérience Engie. Donc, moi, je suis Paola de l'Étanville. Je suis au sein de l'équipe communication commerciale de Engie B2C. Et donc, voilà, on a lancé en mars de l'année dernière notre podcast interne. Et au fait, je vais vous expliquer un petit peu toute la jeunesse du projet et les premiers résultats. Donc, en fait, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure ? Chaque année, le groupe Engie fait une étude vraiment groupe qui s'appelle Engie & Me, qui a vraiment pour but de mesurer l'engagement des salariés, leur connaissance vis-à-vis de la stratégie du groupe. Et puis, il y a aussi des questions qui sont vraiment propres à chaque business unit. Et donc, nous, au sein de la B2C, évidemment, on aborde la question de comment est perçu en interne nos offres et services. Et au fait, il se trouve qu'on a un résultat qui est vraiment pas bon, c'est qu'on a seulement un salarié sur 5 qui se dit à la fois
bien connaître les offres et services et qui se sent aussi légitime, entre guillemets, à en parler dans sa sphère plus personnelle. Et donc, forcément, comme vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on essaye vraiment de travailler cet indicateur et faire en sorte que les salariés soient bien informés déjà. Et puis ensuite, qui comprennent aussi mieux notre positionnement par rapport à la concurrence. Donc, en fait, il y a eu tout un plan d'action qui a été mis en place avec la direction des ressources humaines. Il y a pas mal d'outils qui ont été développés. Évidemment, il y a eu un MOOC, il y a eu des SharePoint, etc. Puis après, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on trouve quelque chose qui crée du lien, parce ce podcast est né en plein pendant la pandémie. Et donc, on avait réfléchi à plusieurs formats. On s'était dit pourquoi pas de la vidéo, mais après on s'est dit les gens sont peut-être pas non plus super à l'aise pour faire ce genre de choses, ou bien de la newsletter. Et puis on sait aussi, on a un autre point, c'est que on est extrêmement sollicité en interne, et donc il fallait qu'on trouve un format vraiment très souple. Et c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers le podcast. Donc, on a lancé donc notre podcast WhatsApp, avec le petit jeu de mots sur les watts. Et donc, le format, au fait, on veut un format à la fois court, on ne veut pas prendre trop de temps aux gens, on voulait quelque chose de léger, de décalé, tout en étant ultra pédagogique. On voulait vraiment s'adresser à tous les salariés de la B2C, et on a des profils extrêmement différents. Et on voulait aussi notamment toucher tous nos techniciens de NG Home Service. Ce sont eux qui viennent changer les chaudières, les pompes à chaleur, et qui donc sont sur le terrain. Et on trouvait que c'était un bon outil pour les toucher et les informer. Et donc, à raison d'un épisode de 5 minutes chaque semaine, on va explorer. Donc, je le présente avec mon alternante Jeanne, que j'appelle Jeannette tout au long des épisodes. Et voilà, on a toujours une petite accroche un peu sympa, un peu rigolote. Et ensuite, on donne la parole à ceux qui font. Et donc, dans les épisodes, on a souvent 2 personnes interviewées. Donc, on va donner la parole soit à une personne type chef de projet marketing qui a travaillé sur l'offre. Et puis ensuite, on va aussi donner la parole à quelqu'un de plus technicien pour vraiment avoir les deux points de vue. Et donc voilà. Et donc, il y avait aussi cette autre question, c'était de le faire connaître, parce qu'une chose, c'est de faire le podcast, mais après, il faut que les gens le découvrent. Donc, nous, on a opté déjà pour une grosse communication interne. On a fait beaucoup de com au moment du lancement. Il y a un webinaire de la direction qui a lieu chaque mois, qui du coup, on a parlé. Et chaque mois, on diffuse le calendrier éditorial. On envoie carrément une invitation à Outlook à tous les collaborateurs tous les lundis matins à 9h, avec un petit message sympa, la photo des personnes interviewées, pour vraiment inciter les gens à prendre en fait cette habitude d'écouter le podcast en début de semaine. Et on a fait beaucoup d'emailing, et on continue, on cherche à s'améliorer. Du coup, pour vous donner un petit peu les résultats, parce qu'on a lancé en mars 2021, on a fait un point au début de l'été pour savoir où est-ce qu'on en était, comment ce podcast était perçu. Donc, on a fait une enquête interne. Et il se trouve que, voilà, en tout cas, on a eu à peu près 70 répondants. Et sur ces répondants, le résultat est très bon. Les collaborateurs apprécient le format. Je crois qu'ils aiment beaucoup le côté un peu décalé, un peu léger. Ça change des communications corporate, on va dire. Le format leur convient bien. 5 minutes, ça permet d'aller à l'essentiel. Ça ne leur prend pas trop de temps dans leur agenda qui est déjà bien chargé. Et puis voilà, à nous maintenant aussi de trouver des sujets autres qui vont différencier un petit peu. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on touche à peu près 10% des collaborateurs du siège. Et donc on a entre 70 et 100 écoutes par épisode. On voit qu'on a réussi vraiment à fidéliser ces personnes. Il y a un vrai socle qui est là. Maintenant, on a un challenge. Ce que je vous disais au début, c'était réussir à toucher
ces collaborateurs qu'on voit pas parce qu'ils sont sur le terrain, nos fameux techniciens qui sont beaucoup plus, je dirais, autonomes, hein. Ils vivent un peu plus leur vie, ils sont beaucoup moins connectés et donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à les toucher davantage. On a une journée porte ouverte chez NJ Home Service. Je pense qu'on va y aller aussi pour parler avec eux, leur faire connaître cet outil. Et puis, on va aussi aborder des sujets un peu plus larges. Typiquement, le 4 octobre prochain, on donnera la parole à notre DRH et aux équipes qui travaillent sur l'enquête annuelle d'NJNME pour leur dire vraiment de manière très concrète les résultats de ce sondage de l'année dernière, qu'est-ce qu'il y avait à améliorer et les actions qui étaient mises en place. Et ça, typiquement, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc on espère qu'on va élargir notre auditoire et Saouti nous a donné des très bonnes idées aussi pour d'autres sujets. Typiquement, dans 2 ans, on sera amené à déménager. Donc, c'est un sujet pareil qui va concerner beaucoup de gens. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse peut-être un épisode un peu terrain avec les personnes qui travaillent sur ce projet des nouveaux locaux pour voilà, il faut que les gens découvrent WhatsApp pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qu'on arrive un petit peu à créer la surprise à chaque fois. Mais en tout cas, c'est une belle aventure. Moi, je suis très contente de travailler là-dessus. Il y a un gros travail, évidemment, de gestion de planning, parce que mine de rien, même si c'est que 5 minutes, il y a tout le travail d'écriture, de validation. Et mine de rien, 1 fois par semaine, c'est un rythme assez soutenu. Mais ça permet aussi de travailler sur des sujets que moi, je n'aurais pas forcément abordés dans mon travail au quotidien et de rencontrer plein de personnes. Donc, en tout cas, c'est une belle expérience. Merci Paola. Donc, on va passer à la partie questions. Donc, il y a déjà des questions qui ont été notées sur l'onglet questions. Et puis, alors, n'hésitez pas à venir compléter toutes ces questions au fil de l'eau de nos échanges. Il y a des questions également qui ont été posées sur le chat. Emma, je te laisse peut-être les reprendre. Et puis, après, Paola et moi-même, on va apporter des réponses. Alors, ce que je voudrais dire quand même, avant qu'on passe à la partie questions, parce que Paola, on ne l'a pas dit, c'est que, alors, nous, il se trouve qu'on a des clients. Alors, les clients médias, ils ont leur propre force de production éditoriale. Donc, les clients médias sont autonomes après éventuellement formation. Mais côté entreprise, côté corporate, ça dépend vraiment des cas. On a des clients qui nous demandent, côté Saouti, de faire la production pour eux. Puis on a des clients qui sont totalement autonomes. Et Paola, c'est ton cas. Donc, chez NJ, effectivement, votre choix a été vraiment d'internaliser complètement cette production, Oui. Toute la partie éditoriale. Absolument. Vous nous avez bien formés en amont. Justement, on a une formation sur la partie éditoriale, sur tout le travail aussi de montage. Mais voilà, notre volonté, c'était d'être autonome. Et donc voilà, c'est vrai que on va dire, les 2 premiers mois, je sollicitais pas mal les équipes Saouti, notamment sur l'aspect technique, mais aussi voilà, sur l'aspect éditorial. Et puis petit à petit, voilà, on se jette dans le bain et c'est vraiment chouette de pouvoir être autonome sur ce type de prestations. Mais voilà, dès qu'on a le moins de soucis, en même temps, vous êtes là aussi pour répondre à la moindre question. Donc, on sait qu'il y a aussi un soutien de ce côté-là. Ouais, je trouve important de le souligner parce que c'est pas par exemple, chez Orange, on est totalement, la production nous est totalement déléguée. Je trouve important de souligner cette approche côté NJ. Alors, Emma, je te laisse reprendre les questions, voilà, et n'hésitez pas. Déjà, il y a une question de Baptiste qui suscite pas mal d'intérêt, à laquelle vous pourrez répondre tous les deux. Baptiste demande si vous avez des bonnes pratiques pour annoncer le lancement d'un podcast, donc les supports de communication utilisés, un plan de communication ou autre. Paola, peut-être tu peux donner le témoignage NJ. Moi, je pourrais peut-être compléter après. Oui, absolument. Du coup, c'est vrai que je pense il faut vraiment réussir à embarquer un maximum de personnes, déjà, si possible, aussi la direction pour qu'eux-mêmes en parlent lors des réunions d'information. Donc, nous, ce que je vous disais, c'est qu'on fait une invitation Outlook chaque lundi matin. En parallèle, il y a
un push mail le lundi matin avec notre intranet et à chaque fois avec un contenu différent qui explique bien l'épisode, les personnes interviewées, etc. Ensuite, moi, j'ai mis des affiches partout sur le podcast avec un QR code pour que ce soit facile d'accès. Les gens ont juste à scanner le QR code et ils se retrouvent directement sur la plateforme qui s'appelle d'ailleurs j'agis-avec-NJ.com. Ensuite, j'ai fait des petits badges, des stickers que les gens ont collés sur leur ordinateur avec aussi le QR code pour faciliter. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup le bouche à oreille. Mais voilà, c'est en tout cas les supports qu'on a privilégiés. Après, dans les agences NJ Home Service qui sont en local, ils ont des écrans et donc sur chaque épisode, en fait, j'ai une affiche avec les personnes interviewées, comme vous avez pu voir dans la présentation juste plus tôt, et toujours ce fameux QR code pour faciliter l'accès. Ouais, en complément, ce qu'on fait déjà techniquement, c'est qu'il faut que le podcast puisse être accessible facilement des collaborateurs en communication interne, j'entends. Donc, il faut que ça soit présent sur l'intranet de façon visible et simple. Donc, il y a un petit menu ou des widgets qu'on fournit techniquement pour que ça soit accessible. On fait des sites dédiés aussi qui peuvent être accessibles par un simple clic dans la page de l'intranet. Il y a les aspects mobiles qui sont importants. Je mentionnais notre client Orange, par exemple. Il faut savoir que chez Orange, il y a une appli mobile utilisée par les salariés qui s'appelle Orange News. Eh bien, on a intégré les podcasts dans l'appli Orange News et ça, c'est assez fondamental. Alors, dans le cas de Paola, il y a un cas qui est très intéressant, c'est qu'on voit que sur le siège, il y a des écoutes plutôt faciles puisque les gens sont en bureau avec ordinateur, smartphone, etc. Dans le cas de la population des techniciens, donc il y a 2000 techniciens, les 2000 techniciens chez NJ, ils sont en déplacement en voiture, ils partent le matin à 7h et ils sont chez des clients avec leur clé à molette et tout ça. Donc, l'accès à un podcast, c'est pas un truc natif facile. Donc, il faudra qu'on y réfléchisse d'ailleurs avec Paola. Là, il y a des solutions. Soit il y a des applications smartphone qui sont utilisées par les techniciens et là, on peut voir ce qu'on peut intégrer dedans. Ou alors, il y a la partie, on peut également faire des accès par serveur vocal. Ça, c'est aussi possible par téléphone. Voilà, mais il y a une vraie question de l'accès technique. Puis après, il y a tout le faire savoir que mentionnait Paola pour NJ. C'est très variable d'une entreprise à l'autre. Il y a des entreprises qui ont, par exemple, dans certaines entreprises, on a des réseaux sociaux qui sont très utilisés en messaging. Dans ces cas-là, on va utiliser le messaging pour pousser le lien sur l'émission. Mais c'est clair que la découvrabilité et la capacité à donner à entendre le podcast, c'est structurant pour un succès d'audience. Alors après, il y a la com externe, et en com externe, là, c'est une autre histoire. Comme je vous l'ai dit, il faut s'appuyer sur l'ancrage numérique déjà de la marque, et puis distribuer sur toutes les plateformes audio grand public, ce qu'on sait faire automatiquement avec notre technologie, donc distribuer sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., pour que le podcast soit visible de partout. Parfait, merci à vous deux. On a une question de Camille qui demande à quelle fréquence doit-on publier les épisodes pour ne pas perdre de l'audience ? Qui rejoint un petit peu la question d'ailleurs de Albano qui demande quelle est la durée de vie moyenne d'existence d'un podcast. Ça, c'est une question à laquelle peut-être, Laurent, toi, tu peux répondre. Alors, Paola pourra aussi répondre. Un choix, dans le cas d'NJ, c'est un choix de fréquence hebdomadaire de 5 minutes, parce que l'idée, c'est de faire court et régulier sur les offres et services, parce qu'on est vraiment, avec Paola sur NJ, sur mieux faire comprendre. Je ne sais pas si tu as donné le chiffre, Paola, de pourcentage des gens qui connaissaient les offres ou qui... En fait, il y a un salarié sur 5 qui se dit bien informé de nos offres et services et qui se dit aussi légitime à en parler à l'extérieur. Donc, c'est vraiment très faible. Clairement, cet indicateur, il faut qu'on l'améliore. Donc, c'est intéressant cet ancrage que tu as donné qui est voilà le point sur lequel on veut travailler et ce qu'on veut passer comme message à la cible, que ce soit en communication interne ou en communication externe. Donc, en fonction du message qu'on veut parler à la cible, on va déterminer le bon format du podcast, celui qui sera adapté. Dans le cas de Paola, c'est un format vraiment interview très ramassé sur 5 minutes avec 1 ou 2 experts donc chaque semaine. En fonction de votre problématique, si vous êtes sur une problématique qui va demander du débat, vous allez organiser plutôt des débats de 15 minutes. Ça, c'est un format. Éventuellement, vous allez vouloir passer une revue de presse. Vous allez peut-être avoir besoin de faire un journal d'information ou un flash. Un journal d'information, un flash, c'est 2 minutes. Un journal, c'est 5 à 10 minutes.
Par exemple, le salon Le Space, produit chaque mois un journal d'information autour du monde agricole, et c'est 10 minutes, 5 minutes de brève. Vous avez les 5 minutes sur l'info à connaître sur le mois, vraiment les news du monde agricole, et puis 5 minutes de focus sur un sujet vraiment où on va creuser un sujet. Par exemple, ça va être le coût des matières premières, du blé par exemple. Voilà, donc un truc très pointu. Et le format et la régularité dépend vraiment de votre cible. Qu'est-ce qu'attend votre cible en fait, en termes de fréquence d'information. Et après, il faudra choisir le bon format. Journal, flash, chronique, interview croisée, débat, revue de presse, etc. Les formats, on les connaît. Et la fréquence, elle va dépendre de la fréquence de renouvellement de l'info à fournir. Parfait. On a une question de Claude qui nous dit qu'il s'associe régulièrement à des événements dans son secteur et il veut savoir s'il est possible de produire des émissions en direct diffusées sur son site web et ensuite de pouvoir les proposer en replay. Une question qui s'adresse sûrement à toi quand même, Laurent, plutôt. Oui, alors là, alors on donnait l'exemple du Space. Oui, alors on sait faire de la web radio, on sait faire aussi du podcast en direct. En synthèse, on sait faire une émission de type radio ou podcast dans les conditions du direct. Donc, c'est très simple. Vous avez le player qui est dans votre site ou dans votre page avec un rendez-vous. C'est comme un webinaire, simplement, c'est de l'audio pur, éventuellement interactif. Donc, les gens peuvent envoyer des messages par chat qui apparaissent sous le player de l'émission ou appeler un numéro de téléphone qui s'affiche pour faire une émission du type les auditeurs ont la parole, pour prendre une émission type RTL, ou le téléphone sonne pour prendre son équivalent sur France Inter, que vous connaissez peut-être à 19h tous les soirs, où là, vous avez cette interaction et ce côté vivant. Alors, typiquement, ce qu'utilise le Space, c'est ce qu'on a fait au Space la semaine dernière pour couvrir l'événement. Donc, ce qu'on fait, c'est comme Sauti fournit une technologie en cloud, eh ben, on amène une table de mixage et puis des micros sur l'événement. Et puis, c'est connecté à un ordinateur avec une liaison. Et puis, on produit l'émission en direct pour vos auditeurs. Donc, c'est ce qu'utilise le Crédit Agricole aussi pour sa communication interne sur une filiale du Crédit Agricole. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, une fois que les émissions sont terminées, elles sont disponibles en replay, en podcast. Paola, quant à elle, sur Engie, a fait un choix de podcast, mais elle pourrait tout à fait d'ailleurs dire, mais mes podcasts, je vais les produire dans les conditions du direct. On pourrait aussi faire des choses interactives. Sauf que sur Paola, il y a une concision. Il y a quand même, c'est un format très ramassé avec quelque chose de concis, de très travaillé, qui fait qu'on est plutôt sur un format podcast et travaillé en amont. Mais bon, on pourrait tout à fait le faire dans les conditions du direct. Oui. C'est vrai. Ensuite, on a deux questions qui se rejoignent un petit peu. D'abord, celle de Clément qui demande à partir de combien de collaborateurs dans une entreprise il est pertinent d'utiliser le podcast. Et Tuyette qui demande aussi quel est le budget qu'il faut prévoir pour un projet de podcast annuel en com interne. Donc ça, c'est une question à laquelle Paola et toi, Laurent, vous pouvez répondre. Paola, ce serait peut-être intéressant que tu parles de l'effort, parce qu'il y a le coût de la techno, mais il y a aussi l'effort interne, peut-être qui est intéressant, parce que ça fait partie des coûts, quelque part. Je ne sais pas. Tu veux dire sur l'aspect… La question, c'est… En fait, Emma, la question, c'est combien ça coûte de faire un podcast, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a deux questions. Une première qui demande à partir de combien de collaborateurs dans une entreprise il est pertinent d'utiliser le podcast. Oui. Et une seconde ensuite qui est par rapport au budget qu'il faut prévoir pour un projet de podcast en communication interne, le budget annuel à prévoir. Alors Laurent, je te laisse répondre sur la partie à partir de combien, parce que ça, je pense que c'est ton expertise. Sur le budget, et moi après, je répondrai sur ce que ça représente en termes d'investissement personnel, entre guillemets. Oui. Alors, combien de collaborateurs? Alors, nous, on a le plus petit exemple qu'on ait, c'est une société qui travaille dans le monde de la radio sur les régies, qui comporte 100 salariés. Et sur les 100 salariés, en fait, c'est des gens qui sont ventilés partout, sur toute la France. Et donc, ils adorent le format radio, ça marche super bien. Ils ont notamment fait ils ont fait des jeux. C'est avec une radio c'est un mode web radio et podcast. Donc, ils ont les deux. Et c'est pour 100 salariés. Et on a en ce moment des discussions avec des sociétés qui font
100, 200, quelques centaines de salariés. Donc, à partir de quelques centaines de salariés, si vous avez un enjeu de population hyper distribué avec des agences sur tout le territoire ou des gens qui sont un peu ventilés sur un territoire large, j'ai envie de dire que ça fait sens pour une centaine de salariés de faire une radio ou de faire des podcasts. Et après, on peut aller, on a des sociétés, Engie, c'est une très grande société, Orange, c'est 160 000 salariés. Après, ça va, évidemment. Après, on retrouve quasiment les tailles de ville, j'ai envie de dire. Après, sur les coûts, peut-être dire 2 mots sur ce que ça représente en termes de coûts. Faire un podcast, alors il y a la partie technologique, il y a une licence technologique. Les licences technologiques, ça va de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en fonction de la complexité du dispositif, par mois, en fonction de la complexité du dispositif technologique qu'on va mettre en place. Et là, si vous faites de la radio filmée, pas de radio, du podcast, si vous avez une intégration, dans le cas d'Engie, il y a une intégration, par exemple, dans le système d'authentification, il y a ce qu'on appelle un SSO, c'est-à-dire quand les gens se connectent dans le système interne d'Engie, eh bien, c'est un guichet unique d'authentification. Et donc, on a développé un lien spécifique pour que les gens n'aient pas à se réauthentifier quand ils rentrent dans la radio. Et c'est une radio qui est sécurisée également. Enfin, c'est une plateforme de podcast qui est sécurisée également. Ah tiens, Paola a une perte de connexion. Donc, c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de l'entendre sur la partie effort. Donc là, on voit que les budgets sur une com interne vont varier en fonction de la complexité d'intégration. Mais voilà, après, il y a une licence régulière. Il faut prévoir quelques centaines d'euros par mois, voire 1 000, 2 000 euros en fonction de la complexité si on va vers du live et des choses plus compliquées. Après, ce que je trouve important en termes de budget, c'est là que Paola aurait été vraiment intéressante, c'est le budget interne à consacrer à un projet de type podcast. Alors, ce budget interne, cet effort interne va dépendre du format. Il y a des formats qui sont plus ou moins complexes à produire. Et voilà, Paola est revenue, super. Donc Paola, je te passe la parole sur l'effort interne. Oui, désolée. Donc en fait, j'ai envie de dire, une fois qu'on a fait le premier investissement pour toute la formation et la prestation technique. Ensuite, j'ai envie de dire, financièrement, ça ne coûte plus rien. Par contre, il y a un vrai investissement en termes de temps. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est moi qui ai écrit les scripts, qui fait les montages, qui enregistre. Donc, j'y passe au moins 3 heures par semaine. L'énergie, c'est aussi d'aller chercher les gens, de les motiver. Ouais. Moi, j'écris toujours le premier script parce que j'essaie justement d'alléger au maximum le travail et je veux solliciter le moins possible les gens. Donc, je leur propose le script. Ensuite, ils corrigent un peu, etc. Il y a quelques allers-retours. Et puis ensuite, l'enregistrement en tant que tel, ça prend très peu de temps. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais une petite réunion de 30 minutes avant, comme si on était au théâtre, on fait un filage pour que la personne se sente à l'aise, qu'elle s'approprie vraiment le script et qu'elle fasse en sorte de ne pas le lire, mais vraiment presque de le vivre. Et ensuite, on fait vraiment l'enregistrement une deuxième fois. Mais donc, voilà, c'est vrai que ça prend du temps, mais j'ai envie de dire, ça en vaut le coup. Ouais, et donc le temps que tu mentionnes, c'est pour un format de 5 minutes hebdomadaire. Effectivement, selon le format, le temps sera plus ou moins long. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant que tu soulignes le temps passé à aller chercher les personnes qui vont participer au podcast, à faire le casting du podcast et à travailler avec ces personnes en amont pour que quand tu produises, ça a été bien travaillé. Et ce que tu dis aussi entre les lignes, ce que j'entends, c'est que tu fais quelque chose qui est au maximum dans les conditions du direct. Oui. Tu pourrais presque faire finalement un podcast produit en live, finalement, parce que tu as préparé en amont avec le script et tout. Donc, tu fais un travail qui est très proche en fait, du travail des gens de radio, qui consiste à plus travailler en amont et à ensuite produire dans les conditions du direct. Parce que ce qui coûte cher dans la production d'un podcast, c'est pas seulement c'est la post-production. Plus on évite de faire de la post-production, moins on fait de post-production, mieux on se porte et moins on a de dépenses en manpower interne pour produire le podcast. Et tout ça est à nuancer en fonction du format. Un débat de 20 minutes, 15 minutes sera plus long à préparer. Une revue de presse, ça va demander d'aller relire toute la revue de toute la presse, typiquement. Donc, on voit qu'il y a un travail en back-office, en amont, qui est assez important. Si on a une interview croisée, c'est plus long qu'une interview d'une seule personne. Voilà, donc en fait, en fonction du format,
et de la régularité du format, ça vous coûtera plus ou moins cher en effort interne ou en effort externe si vous externalisez la production. Pour rester en communication interne, il y a Claude qui demande, quand on veut faire des podcasts internes, comment on s'assure que les gens externes à l'entreprise n'aient pas accès au contenu? Donc une question plutôt pour toi, Laurent, puisque... Alors, la sécurisation, il y a différents niveaux de sécurisation. Comme je vous le disais, nous, par exemple, on fournit la web radio des procès du Bataclan pour le ministère de la Justice. Je peux vous dire que c'est très sécurisé et strictement réservé aux parties civiles. En fait, c'est du sur-mesure. Enfin, on a un ensemble d'outils disponibles. On maîtrise les problématiques de sécurité. Typiquement, chez Engie, on a sécurisé les accès à la plateforme. Donc, on travaille avec le DSI. Donc, on travaille avec la DSI du groupe. On prend le cahier des charges de sécurité groupe. Et on applique les méthodes de sécurité interne qui fait que, oui, c'est vrai que Emmanuel nous dit qu'on parle que du podcast interne. Oui, j'allais reprendre sa question. Et donc voilà, donc on met en place ces sécurisations. Et pour Engie, typiquement, on a un SSO, donc une connexion. Les collaborateurs se connectent à la plateforme de podcast comme à une plateforme interne. Voilà, on a un login password pour l'entreprise qui marche pour accéder à la plateforme de podcast. Donc oui, Emmanuel nous demandait quand est-ce qu'on allait aborder le podcast en communication externe. Donc peut-être que Laurent, tu peux donner 2-3 exemples de ce qu'on fait de notre côté, puis peut-être revenir sur les chiffres que tu as donnés déjà dans la présentation. Oui, alors en fait, la communication externe, j'avais donné l'exemple d'Iveco sur les... Alors, c'est de l'externe, mais là encore, c'est de l'externe ciblé sur une population qui est une population cliente d'Iveco. Donc, on n'est pas sur les collaborateurs d'Iveco, mais on est sur les clients qui achètent des camions Iveco et qui achètent des services auprès d'Iveco pour faire la maintenance des camions. Donc, l'objectif d'Iveco, c'était de mieux faire comprendre les services et de donner à découvrir les services apportés par Iveco par une immersion dans les équipes qui font ces services pour les clients d'Iveco. Donc là, on est sur une communication de marque bien ciblée. Après, il y a des communications de marque. On a fait de la communication de marque pour EDF, on a fait de la communication de marque pour une grande assurance, pour un grand groupe d'assurance pendant le Covid, par exemple, où il y avait des émissions qui étaient produites pour les sociétaires. Alors Stéphane en parlerait bien mieux que moi, peut-être, je ne sais pas si Stéphane est là, qui était produite pour les sociétaires et qui donnait des conseils autour du Covid. Alors, je ne sais pas si tu veux en parler, Stéphane, pour donner cet exemple de communication de marque qui est assez intéressant. Oui, bonjour. Oui, effectivement, bonjour à tous. C'était effectivement une opération qui, pendant le premier confinement notamment, visait à faire intervenir des experts, notamment des médecins, pour délivrer un certain nombre d'informations, notamment pour répondre à des inquiétudes des sociétaires qui étaient concernés ou exposés, en tout cas, possiblement exposés au virus, et qui voulaient savoir quelles étaient les mécaniques qui étaient proposées au travers des contrats d'assurance auxquels ils avaient souscrit précédemment. Donc, c'était Cerise. C'était Cerise, et c'était donc Cerise de Groupama, qui est la tête de gondole, l'égérie un peu de Groupama, et qui a produit ainsi plusieurs podcasts avec un taux d'écoute qui était intéressant, parce que finalement, on voyait bien que la dimension anxiogène réclamait qu'il y ait une prise de parole en fait du groupe sur ces sujets-là, et finalement, il a été choisi de le faire en audio, et effectivement, ça a bien fonctionné. Alors, le groupe, par ailleurs, fait beaucoup d'audio et développe également sur la partie RH des productions audio. Et là, l'idée, c'est plutôt dans les phases de recrutement, là où l'assurance est un métier qui fait assez peu rêver, on va dire, les jeunes diplômés. L'idée, c'était un petit peu de moderniser l'image, et puis en proposant donc des contenus disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux et sous divers formats, à la fois des émissions d'une vingtaine de minutes avec une sorte de table ronde auquel pouvaient prendre part des candidats, mais également du snack content, donc vraiment des petites pastilles audio de quelques secondes, moins de la minute en général, distillées sur les réseaux sociaux pour aller vraiment à la rencontre de
de l'audience qui était visée, donc en l'occurrence les jeunes diplômés, possiblement attirés par le secteur, et dont on sait qu'ils sont assez peu séduits par les grandes compagnies d'assurance, souvent considérées comme un petit peu poussiéreuses. Donc il y a vraiment un travail dans cette dimension-là qui s'est plutôt bien passé. C'est des opérations qui se déroulent maintenant à échéance régulière, en fait. Voilà. Merci Stéphane. Je ne sais pas, Emma, si on est. Je pense qu'Emma, on doit être arrivé sur le timing. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Là, on a démarré depuis déjà une 50aine de minutes. On n'a plus de questions, donc en tout cas, on a répondu à toutes les questions. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Emma. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Paola, pour ton témoignage sur Engie. Alors, je vois qu'il y a des gens qui tapent des messages pour nous remercier. Merci à vous de votre écoute.